Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans Spécial Débat. Spécial Débat reçoit pour vous aujourd'hui Félix Kayembe. Nous allons débattre de grands enjeux de l'actualité aujourd'hui. Comme vous le savez, l'actualité est marquée par les propos de M. Kagame, par la création ou la signature de la charte de l'opposition, évidemment. Nous allons revenir sur la charte de l'Union sacrée. Est-ce que c'est un contrepoids? Est-ce que maintenant les deux camps sont officiellement connus pour qu'on se lance vers la dernière ligne, donc les élections de fin 2023? Très heureuse, Félix Kayembe, de vous retrouver. Merci beaucoup, Madame Polotiki Moutou. Moi aussi, je suis très content de vous retrouver. Notre plateau est ouvert à toutes les tendances, vous le savez. Félix Kayembe, Lubumbashi, vous le savez, c'était le lieu où les opposants se sont rencontrés pour signer leur charte. J'aimerais bien savoir, est-ce que c'est aujourd'hui, cela apparaît un peu comme le contrepoids de la charte de l'Union sacrée. Donc pour vous, les dés sont jetés, on est maintenant cap vers les élections, Félix Kayembe? Je suis très content d'abord. Merci beaucoup, Madame Polotiki Moutou, pour l'invitation. Je me dis, il est tout à fait normal que les opposants puissent s'organiser, mais je note avec amertume parce qu'il n'y a pas un leader ou soit un chef de file. Et aussi, lorsque vous lisez dans les visages de tous ceux qui étaient à Lubumbashi, vous sentez qu'il n'y a pas la confiance. Et je me dis, bon vent à eux, parce que nous avons besoin d'avoir une opposition forte, républicaine, devant nous. Parce que nous, de l'Union sacrée, nous, de l'IDPS, nous sommes organisés depuis l'aube du temps pour que nous puissions aller aux élections en 2023. Et nous croyons certainement que nous allons gagner ces élections-là. Mais malheureusement, pour les opposants, quand vous regardez que ce soit M. Moïse Katumbi, qui n'a pas vraiment une base solide, ça il faut le reconnaître, il a fait la sommation des différents partis politiques. Il y a même d'autres partis politiques qui l'ont déjà quitté, certains ministres, certains députés. Et donc, il est resté l'ombre de lui-même. Lorsque vous regardez Matata Pogno, il se recherche encore politiquement, parce qu'il faut dire qu'il n'a aucune assise jusque-là. Moi-même, je ne connais même pas son parti politique. Je n'ai jamais rencontré un membre de son parti politique, seul celui qui le défendait, qui est aujourd'hui en détention. Lorsque vous regardez Délice Sanga, il se recherche, c'est encore un député national. Je pense qu'il a été élu en 2018 parce qu'il avait utilisé le nom de Félix Tshisekedi. Lorsque vous regardez Martin Fayulu, c'est un homme qui a fait un coup d'État d'abord à Mouzito. Et puis, je le regarde très bien, il ne doit jamais accepter de céder sa place soit à Moïse Katumbi ou à Martin Fayulu. Je vais dire à Délice Sanga. Je me dis, c'est juste une rencontre des opposants qui veulent s'organiser, mais ça sera difficile pour eux. Ah. Quand vous êtes Dieu et que vous avez déjà l'avenir avec vous, tant mieux. Je ne suis pas Dieu, mais oui, je pense que... Oui, c'est votre analyse, mais comme vous êtes très affirmatif, ça semble quand même... Un analyste, c'est celui qui sait anticiper les événements, et c'est lui qui sait anticiper dans les temps, et voir ce qui peut arriver. Et moi, quand j'ai regardé ceux qui se sont rencontrés à Lubumbashi, je me dis, vous allez me donner raison, Madame Polotiki Moutou, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, ça sera une déception totale et nous sommes mal partis. Ça sera avec ces gens-là. Une déception totale, comme Genève a déçu aussi beaucoup de gens quand vous étiez encore dans l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Union sacrée, cette charte-là, vous croyez à tous ceux qui portent cette charte de l'Union sacrée? Parce que quand on regarde aussi les visages de ceux qui ont signé cette fameuse ou ce fameux charte de l'Union sacrée, c'est eux qui étaient les têtes de file du FCC. Il y en avait beaucoup, il y a beaucoup de gens, des transfuges, des transhumants du FCC. Vous êtes sûr de leur loyauté, vous êtes sûr de leur véracité, de leur foi envers l'Union sacrée? Est-ce que beaucoup de gens disent, bon, ils sont là, c'est pour leur poste, ils sont là pour le pouvoir, ils sont là pour leurs propres intérêts. Est-ce que vous êtes sûr que ces gens qui sont venus sont là pour le Congo et surtout pour les Congolais, Félix Kayembe? Merci beaucoup, Madame Polotiki Moutou. D'abord, je tiens à dire que Genève n'avait pas déçu beaucoup de gens, comme vous le dites, mais plutôt... lorsqu'il y a eu vote, bien entendu, des mascarades de Martin Fayulu, les gens étaient dessus. Mais lorsque Félix Tshisekedi s'est rébiffé par rapport à cela, avec Vital Kamerhe,
tous les pays entiers étaient dans la joie. Vous aviez vu, lorsque Tshisekedi est rentré ici avec Vital Kamerhe, on les avait accueillis avec pompe. Ce qui est pour dire, il y avait de la supercherie avant, et après, les gens se sont retrouvés anti-Tshisekedi. Alors, par rapport à la question que vous aviez posée, je pense que nous sommes là pour travailler pour le peuple congolais. Et la charte dont il est question, il ne s'agit pas tout simplement de soutenir les candidats Félix Tshisekedi aux élections de 2023, mais plutôt il s'agit de soutenir les institutions de la République, il s'agit de consolider la paix, il s'agit de lutter contre les insécurités qui se vivent à l'est du pays, et aussi bien avec comme objectif de faire relire Tshisekedi comme président de la République. Et donc moi je me dis, c'est tout à fait normal que tous ces gens puissent venir, nous en avons besoin. En politique, on ne peut pas évoluer en vase clos, nous sommes ouverts à d'autres personnes, mais le plus important ici, c'est de dire qu'ils vont appliquer ou soit matérialiser la vision de Félix Tshisekedi. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, mais ici nous avons un chef, un leader qui s'y connaît, un leader qui a une vision, un leader qui a les orientations, un leader qui donne des objectifs à atteindre. Je crois certainement que tous ces gens qui sont venus doivent travailler pour la nation. Mais écoutez, ce qui est normal est qu'en politique, on ne vient pas faire les concours de la beauté. Mais plutôt, il y a d'autres personnes qui sont venues pour se positionner d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis content parce que nous sommes en train de travailler pour le peuple. Comme nous avions toujours dit chez nous à l'IDPS, le peuple est d'abord. Et nous croyons que tous ces gens doivent s'inscrire à la vision de Félix Tshisekedi, celle de travailler pour le peuple, celle de faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant, puisse s'imposer dans les conseils des nations, qu'il y ait un développement intégral. C'est cela le problème. Mais s'il y a des gens qui viennent... Je vous interromps un peu parce que vous avez parlé de la vision. J'aimerais vraiment que ça ressort, parce que je vais couper ça au montage pour faire comprendre aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Quelle est la vision du chef de l'État? Merci beaucoup, Madame Paulette Kimoutou. La vision du chef de l'État, c'est la lutte contre la pauvreté. Okay. Et donc, c'est le projet qu'il avait même présenté à l'hôtel Béatrice. Et donc, nous disons, nous sommes en train de lutter contre la pauvreté, non seulement lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire nous entrons dans tous les domaines possibles de la vie de notre pays. C'est cette vision qui est en train d'être soutenue par les différents sociétaires de l'Union sacrée, et nous croyons certainement qu'ils sont venus pour cela. Mais nous disons, écoutez, lorsque vous venez, ce n'est pas aussitôt que vous allez avoir un poste ou un autre. Vous pouvez servir votre pays à tous les niveaux. J'avais accompagné le secrétaire général Augustin Kabouya lors de la signature de la charte de l'Union sacrée. Lorsqu'il a pris la parole, il a dit, je sais que beaucoup de gens viennent. Nous ne pouvons pas refuser les gens, mais lorsque les gens se retrouvent nombreux dans une formation, dans une organisation, les problèmes aussi s'invitent. Et donc, il faudrait que nous puissions être sages pour gérer nos problèmes. C'est comme ça que moi, je me dis, tous ceux qui parlent au nom du peuple, tous ceux qui parlent au nom de ces grands pays, tous ceux qui ont une vision, un projet, se retrouvent à l'Union sacrée, non pas pour leurs propres intérêts, mais plutôt pour les intérêts de la nation. Et nous croyons certainement que le pays doit aller de l'avant avec tout ce qu'ils vont faire. Mais je pense que partout où il y a les gens, il y a toujours des soucis, il y a toujours des problèmes. Il faudrait que nous puissions être sages comme... le secrétaire général Augustin Kabouya l'avait recommandé, de mieux gérer ces problèmes, de mieux gérer les ambitions des uns et des autres. Mais le plus important, c'est le peuple et le peuple seul. Nous revenons un peu dans l'UDPS. Ça va, le calme maintenant, il n'y a plus de problème, ça va? Oui, à l'UDPS, ça va, c'est vraiment une joie pour nous parce que même tous ceux qui étaient opposants, entre guillemets, au secrétaire général Kabouya, ils sont rentrés. Okay. Et nous tous, nous sommes en train de travailler cette fois-ci pour accorder la majorité parlementaire au chef de l'État. C'est cela même l'objectif principal du secrétaire général Augustin Kabouya. Je viens de le laisser dans une grande réunion avec certains fédéraux de Lubumbashi. Nous sommes en train de préparer d'ailleurs notre déplacement pour les grands maniements dans les jours qui viennent, je crois les mois prochains, avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Et je suis content parce que je vois au moins tous ceux qui parlaient au nom de l'UDPS, tous ceux qui pouvaient bien entendu engager l'UDPS à des différents niveaux sont des retours. C'est cela même la recommandation du secrétaire général Augustin Kabouya. Il est allé rencontrer tout le monde et aujourd'hui nous parlons. Il n'y a pas tel. Maintenant voilà, ça va. Il y a des communicateurs officiels, maintenant c'est bien connu. Hein. Je suis là, je suis communicateur officiel de l'IDPS. Je pense que vous allez peut-être plairer Peter Kazadi, que vous receviez de temps en temps ici. Ah, il est maintenant ministre, oui, il a un peu travaillé, la situation est quand même un peu tendue. Bien qu'il est vice-premier ministre de l'Intérieur, vous aviez beaucoup travaillé
avec lui. Je pense qu'il pourra toujours passer ici pour donner certaines informations. Il y a Russell Motoke, il y a beaucoup de communicateurs. J'espère vraiment qu'ils passeront aussi ici. En tout cas, la porte est ouverte. Mais comme vous avez parlé de Nicolas Kazadi, une de ses premières décisions fortes, c'est la fermeture de l'Assemblée provinciale. Peter Kazadi. Qu'est-ce que j'ai dit? Nicolas Kazadi. Ah. Finance. Mes respects, Nicolas Kazadi. Donc, Peter Kazadi, une de ses mesures fortes, en tout cas, c'était la fermeture de l'Assemblée provinciale d'une des provinces de Kivu, parce que je ne sais pas si c'est le nord ou sud, mais entre les deux. Et beaucoup disent que bon, c'est quand même bien parce qu'il faut vraiment qu'on arrête un peu cette hémorragie des gouverneurs qui viennent et qui reviennent. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose? C'est vraiment une très bonne chose. Je pense que c'est une grande décision de fermer d'abord l'Assemblée provinciale. Sud Kivu, hein? Sud Kivu, oui. Okay. Parce que vous savez, Madame Paulette Kimuntu, même le président de la République lui-même en avait décrié pour dire on commence à changer le gouverneur à tout moment, il faut peut-être une motion de défiance, il faut aller négocier avec celui qui a initié cette motion et tout. Vous aviez vu, on était au moins 9 provinces où il n'y avait pas le gouverneur. Et je pense que c'était une grande décision. Il fallait assez que les députés provinciaux puissent revenir à la raison et qu'ils servent au moins la province pour que la province puisse se développer. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment ça fait mal, madame, dans une seule législature, qu'il y ait 3 changements de gouverneurs dans une province, 4 changements. Comment est-ce qu'on doit parler de développement dès lors que vous ne faites que changer? Celui qui vient a une vision, vous les faites partir et vous venez d'investir l'autre. 4-5 mois, il part. Moi, je pense que c'est le peuple qui souffre, ce ne sont pas les députés provinciaux. Mais cette décision doit s'étendre sur toute l'étendue de la République pour que les députés se remettent en cause que nous sommes là pour servir et non pour commencer à faire partir les gouverneurs, peut-être parce que je ne sais pas collaborer avec certains gouverneurs. Regardez, je ne suis pas son avocat, gouverneur Bamanissa, je ne suis pas de son parti politique. Je suis arrivé à Kisangani, madame, à Isiro, on me dit que c'était parmi les meilleurs gouverneurs que cette province a connu. Je vis même les œuvres de Babanissa et tout. Pourquoi on l'a fait partir? Donc je me dis il faudrait que les députés provinciaux puissent travailler pour la population, pour le développement de la province, et non commencer à miser seulement sur les gouverneurs, même les meilleurs. Il y a certains compatriotes quand même qui vont jusqu'à l'extrême qu'il n'y ait plus du tout des assemblées provinciales, parce qu'ils ne voient même pas leur utilité, que les gouverneurs soient peut-être élus ou nommés, parce que là, on ne sent même pas qu'est-ce qu'ils font. En fait. Oui, je pense que c'est quand même une bonne proposition. Bon, nous sommes en quai d'élité, si nous sommes, Dieu fait grâce, nous sommes au gouvernement, au Parlement, c'est parmi les propositions de loi que nous allons soumettre. Imaginez-vous aujourd'hui, Madame Paulette Kimuntu, nous avons au moins 26 provinces. C'est que pour dire que dans chaque province, nous avons une assemblée provinciale, nous avons le gouvernement provincial, nous avons tout ce qu'il y a. Et donc, ce sont des dépenses inutiles. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse nommer le gouverneur, ou soit voter celle des gouverneurs, et puis voir comment diminuer la charge. Vous ne pouvez pas parler d'un train de vie qui est un peu excessif, dès lors que les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, madame, c'est beaucoup d'argent. Et donc, je pense qu'il y a moyen que l'on puisse revoir cela. Et aussi diminuer la manœuvre de certains députés qui sont là, provinciaux, qui sont là juste pour bouffer de l'argent et puis faire partir même les meilleurs des gouverneurs que nous pouvons voir. Voilà, nous allons à l'est de la République. Vous le savez, le président, moi je le suis, je suis journaliste, donc je suis vraiment les propos de Kagame à la lettre, surtout quand il parle de la République démocratique du Congo, mon pays que j'aime par-dessus tout. Il a dit au Bénin, là où il était, que la guerre, que le Rwanda doit reprendre ses terres. C'est pour ça que, voilà, toutes ces situations que nous vivons à l'est de la République, c'est parce que les terres rwandaises, ben voilà, on les a confisquées, on a donné ça à la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui la thèse qui fait passer dans la communauté internationale. Et comme nous connaissons sa malignité, eh ben, la communauté internationale risque d'appuyer cette thèse. Moi, je pose la question à celui qui est au pouvoir, à l'UDPS. Quel est notre contrepartie, notre contrepoids face à des propos aussi énormes comme ça? Nous comprenons tout simplement que c'est un monsieur qui est passé aux aveilles. Aujourd'hui, nous parlons depuis 1885, madame, lors de la conférence de Berlin.
Je pense que c'était ces grands pays, c'est-à-dire Burundi et puis le Rwanda et le Congo belge, où nous étions ensemble. Alors chacun de nous a eu au moins sa partition. Nous sommes séparés. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui est-ce que Kagame peut venir poser ces questions. Moi, je suis très content parce qu'aujourd'hui, je suis au Tchèze. Nous sommes enseignés même par des professeurs généraux belges et français. C'est de l'histoire qu'on nous a raconté, même avant ses propos ici. Lorsqu'il a fait sortir ça, j'ai compris que c'est juste une personne qui veut voler notre terre, qui veut usurper notre terre, ce qui ne passera pas. Vous savez, le plus important ici, c'est la conscience de notre peuple. Et il ne suffit pas seulement que nous puissions avoir cette conscience, mais il faudrait que nous puissions aussi travailler au niveau national et au niveau international. Nous avons des grands historiens dans notre pays. Nous avons les profs Ndaïwel, nous avons les gens comme le Tchiba Nkalala, je les félicite déjà, le professeur Tchiba Nkalala, qui a écrit même un livre sur ça, il venait de faire une intervention. J'ai suivi votre ancien confrère Patrick Mouyaya de Goma où il a tenu aussi un point de presse pour ça. Je pense qu'au niveau maintenant du ministère des Relations internationales, des Affaires étrangères, il doit aussi éclaircir l'opinion, non seulement au niveau national, et aussi bien au niveau international. Parce que je me dis, à un certain moment, il ne faudrait pas que nous puissions perdre la raison. Ce qui nous réunit, ce qui fait notre fierté, c'est la République démocratique du Congo, avec toute cette heure. Et donc, s'il y a une personne qui commence à réclamer cela, parce qu'il a échoué à utiliser ses militaires, ses milices, à tuer, à prendre des portions de terre, et voilà maintenant, il a dévoilé son secret qui était autrefois un secret caché. Je me dis, tout ce que nous sommes en train de connaître à l'est du pays, Madame Paulette Kimoutou, les sécurités et autres, et donc c'est fait à dessein. Lorsque Tshisekedi, le président de la République, et d'autres dignitaires de notre pays ne cessent de dire que c'est une agression rwandaise que nous sommes en train de connaître, les gens pouvaient dire, écoutez, c'était peut-être de la politique. Et aujourd'hui, voilà que ce monsieur qui est revenu sur le lieu des crimes vient de confirmer noir sur blanc que c'est lui qui nous agresse pour avoir cette portion de terre. Nous n'accepterons jamais. Vous savez, ça fait du bien lorsque vous êtes à Goma, à Isiro, à Bouta, je ne sais pas, à Bukavu, partout. Sur votre terre, sur votre sol, vous vous sentez à l'aise. Mais si un monsieur commence à discuter notre terre, je pense que nous mettons de côté opposition, union sacrée, et puis nous disons, pas question de voir des tribus, pas question de voir celui qui est à la tête du pays, défendant d'abord la cause noble qui nous réunit nous tous, la mère patrie. La mère patrie qui a vu beaucoup de ses fils mourir pour ça. La mère patrie qui a vu les gens être sacrifiés pour ça, nous n'accepterons jamais, Madame Paulette Kimoutou, qu'un monsieur Paul Kagame, soit-il, puisse réclamer notre terre, la terre de Lumumba, la terre de Kassavubu, la terre de Tshisekedi, la terre de Laurent Désiré Kabila, la terre de tous ces grands, de Kimbangu, de Kimpanvita. Et donc, personne ne peut réclamer cette terre sous quel prétexte, on ne sait pas. Nous allons nous lever comme un seul homme et dire niet à cela. Merci Félix Kayembe pour ces mots, parce que ce sont des propos quand même assez forts. Mais là, ça me pousse à vous poser cette question. C'est d'une façon générale, c'est une question que beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais se posaient à l'époque. On a acquis les frontières depuis les indépendances. Alors les gens se posent, est-ce que ces frontières-là sont... Quand les Européens ont tracé ça en 1885, nous ne sommes pas là. Nous sommes unis, comme le dit notre hymne national, nous sommes unis par le sort. Alors, ce sort-là aujourd'hui, Félix Kayembe, est très fragilisé aujourd'hui par des propos tribalistes, par des propos haineux, par des propos minimisant les uns et les autres. Je prends un exemple de ce député qui dit qu'on est en République démocratique du Congo, par exemple, qu'il y a des Congolais au sang pur et des Congolais au sang impur. Ce sont quand même des propos assez choquants pour un député, mais il assume ses propos. Il dit par exemple que si la RDC est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certains Katangais des basses classes qui font tout pour que nous soyons dans cette situation. Vous êtes quand même quelqu'un d'intelligent aujourd'hui. Je sais que vous étudiez au Chess, donc très, très, très posé. Qu'est-ce que vous en pensez, Félix Kayembe, quand on dit, par exemple, que ce Congolais-là
a du sang impur. Ça vous dit quoi, en fait? Je pense qu'il faudrait que nous puissions d'abord nous poser la question. Il s'agit de quel propos et qui en a tenu. C'est Singhi Pouloulou, vous le savez. Vous le savez très il bien. est mon collègue au Thiès, je suis avec lui là-bas. Oui. Je pense que nous sommes en train de travailler d'abord pour l'unité. Nous sommes en train de travailler pour que tout le monde puisse être autour de ces grands pays, tout congolais. Mais la question que vous posez avec Singhi Pouloulou, j'en avais même discuté avec lui par rapport à la proposition de loi. Ici, il faudrait que les gens comprennent une chose. On n'est pas là pour citer qui que ce soit. C'est une proposition de loi qui n'est pas encore alignée, ou soit votée, je vais dire. Ce n'est pas encore une loi alignée, mais pas encore votée. Et donc, elle reste encore une proposition de loi. Il n'y a pas une fixation sur une personne. Il n'y a pas une fixation sur une je ne sais pas, personnalité du pays. Mais plutôt, c'est juste une question de sauvegarder des fonctions régaliennes de notre pays. Je ne suis même pas là. Moi, je reste vraiment dans le général. Je pose la question à l'élite de mon pays qui s'appelle Félix Kaïbi. Quand on te dit, par exemple, on montre du doigt, mon caméraman, on le dit, monsieur a du sang impur. Je veux avoir votre réaction par rapport, je ne parle même pas de la loi, mais de ces propos-là. Quand on me dit, par exemple, Charlie Chango a du sang impur, qu'est-ce que ça vous dit? Je pense que c'est un peu fort. C'est un peu fort. Nous sommes d'abord chrétiens. Nous avions été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et donc, il y a ceux qui sont chrétiens qui doivent avoir les sangs impurs. Et ceux qui sont... Là, vous prenez ça vraiment de l'autre. Là, vous créez encore la division. J'aurai encore mes frères musulmans sur le dos. Mon Dieu, ne me prenez pas pour ça. Ce côté-là, c'est très sensible. Non, c'est pas trop sensible. Je pense que même les musulmans croient en Dieu. Mais pas en Jésus-Christ, il ne faut pas... Voilà. Et donc, moi, je disais, je suis chrétien, je suis serviteur, je reste d'abord dans ma casquette de l'homme de Dieu. Je dis, il y a même ce qu'on appelle les hommes animaux. Donc, ce sont les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, ce sont les hommes nouveaux, nés de nouveau. Peut-être, il a parlé dans le sens de dire, sang impur, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Voilà, donc je pense que c'est sympa, c'est ça. Je ne vais pas de justifier son collègue, c'est très bon ça. Je ne vais pas aller peut-être dans le sens de réfléchir à contre-courant par rapport à ce que lui a fait sortir. Je pense que c'est quand même un homme rationnel. Lorsqu'il a parlé de ça, il s'agit de la vie chrétienne. De la vie chrétienne, bon. Ça, c'est une autre découverte encore. Voilà. Ça, c'est vraiment une autre lecture. Alors, voilà, nous, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, vous avez du sang impur, prenons ça comme ça. Bon, et il faut qu'ils se les convertissent pour qu'ils puissent avoir un sang pur. Prenons ça dans cet angle-là. Donc, vous pouvez continuer parce que vous dites que cette loi, pour vous, cette proposition de loi est impersonnelle et ne vise personne. Mais beaucoup disent... Quand l'auteur de cette proposition passe sur le média, il n'a qu'un nom sur la bouche. Et cela donne l'impression qu'il vise cet homme-là. Parce que quand il passe sur le plateau, il n'a que lui dans sa bouche. Quand il dit c'est lui, c'est lui, alors les gens se disent, mais cette loi est dite impersonnelle, pourquoi vous citez toujours ce monsieur? Bon, nous voulons rester bien entendu dans la science, Madame Politique Moutou. Restons dans la science. Je pense que la loi a un caractère impersonnel. Et elle est opposable à tout le monde. Ça, il faut le dire. Et puis, il faut toujours dire que la loi a aussi une nature discriminatoire à un certain moment. Parce que lorsqu'on vous dit celui qui doit postuler comme député national doit avoir 18 ans, c'est une discrimination, bien entendu, pour ceux qui ont 17 ans. Pas par rapport à la race, en tout cas. Voilà. Oui, pas par rapport à la race. Lorsqu'on vous dit celui qui doit postuler comme président de la République doit avoir au moins 40 ans. Oui. Lorsqu'on vous dit que celui qui doit postuler à la présidence doit avoir au moins 100 000 $ pour donner comme caution, je pense que c'est aussi une discrimination quelque part. Qui ne sont pas liées à la race. Lorsqu'on vous dit celui qui doit enseigner dans une école catholique doit être catholique, c'est aussi une discrimination. Pas lié à la race. Je suis en train quand même d'évoluer. C'est aussi une discrimination. Parce que moi qui est musulman, je ne dois pas enseigner dans une école catholique, on doit me faire partie de là parce que je ne suis pas catholique. Et donc, c'est aussi une discrimination. Mais ici, on n'est pas là pour faire la fixation sur une personne. Mais plutôt, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que notre pays doit être sécurisé après 100 ans, 200 ans, 300 même quand nous serons dans nos tombes, madame. C'est anormal, inconcevable. Vous connaissez, madame Politique Moutou,
à présentant dans votre tombe que vous puissiez voir un certain Rwandais à la tête de ce pays, un certain Libanais à la tête de ce pays, un certain Italien. Mais vous, de l'UDPS, vous avez dit que Kabila était Rwandais. On a déjà eu un Rwandais à la tête de ce pays. L'UDPS n'a jamais dit que Kabila était un Rwandais. L'UDPS n'a jamais dit, écoutez madame, vous savez, dans la masse, il y a toujours certaines personnes qui infiltrent la masse. Et donc vous ne pouvez pas attribuer cela à l'UDPS, vous ne pouvez même pas me citer les Il y a des images même du Sphinx. Vous voulez qu'on nous balance les images du Sphinx qui disait qu'on tourne à Rwanda? Le Sphinx a dit, j'étais dans cette manifestation. En descendant de l'aéroport, de l'avion, qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, quand tu l'avais interdit voilà. Il a dit, partout où je passe, on me dit, Zongi Saïna Rwanda. On me dit. Ah, il avait dit ça. En tout cas, Charlie, cherchez-moi cette image. Je pense que l'IDPS n'a jamais qualifié. Cherchez-moi cette image. L'IDPS n'a jamais qualifié Kabila de Rwandais. Mais le plus important ici, madame, nous restons rationnels et avec le bon sens pour dire le pays doit respirer, le pays doit réfléchir. Nous ne pouvons pas interdire à nos intellectuels, madame Pauline Tshikimutu, de réfléchir, de faire des grandes réflexions pour protéger la nation. Le plus important ici, c'est de dire notre nation doit être protégée. D'ailleurs, moi, je suis en train de faire mes recherches. Je me dis, Noël Tchani n'a pas inventé quelque chose, mais plutôt, il a innové. Regardez la constitution zaïroise, madame. Sous Mobutu, on a dit, doit être candidat président dans la République zaïroise. Il doit être des pères et des fils. Et donc, Tchani n'a fait que citer... Et de fils. Des pères et des mères. Ok. Je salue votre fils. Et donc, je pense qu'ici, on doit être des pères et des mères pour être, bien entendu, candidat pour la République. Moi, je me dis, il ne faut pas que nous puissions d'abord aller dans tous les sens. Il n'y a pas la fixation sur une personne. Il faudrait que nous puissions comprendre. Le président de la République lui-même en avait dit, pour lui, ça lui importait paix. Dans une interview qu'on lui avait accordée, je ne sais pas par quel journaliste. Et on n'a pas encore voté la loi, elle n'est pas encore promulguée. Il ne faut pas qu'il y ait des soubresauts. Mais j'ai réfléchi aussi, madame Pauline Tshikimutu. Je suis chez vous à la maison. Vous lancez un appel que tous mes fils et filles entrent dans la maison. Vous voyez parmi vos fils et vos filles, les gens commencent à se poser des questions. Ça pose problème. Tous ceux qui sont filles à madame Pauline Tshikimutu doivent entrer dans la maison sans se poser des questions. Mais quand vous voyez déjà certaines personnes commencent à se justifier, il faut les regarder avec un autre œil. Ok. Voilà, nous prenons un autre aspect, nous prenons un peu l'angle économique un tout petit peu, parce que je viens de lire tout à l'heure qu'on veut créer une institution de régulation genre IGF des mines, quelque chose comme ça, je viens de lire ça tout à l'heure. Mais les gens se demandent, mais Félix Kayembe, il y a déjà l'IGF qui fait le contrôle de tout ça. Pourquoi créer tout le temps, dédoubler tout le temps des institutions ou des organismes ou des trucs comme ça? C'est encore dépenser de l'argent. Pourtant, l'IGF est là. Non, non, ce n'est pas dépenser de l'argent, madame. Je pense pourquoi créer encore un autre cadre pour contrôler les mines? L'IGF a un champ un peu vaste. Ça, il faut le dire. Les contrôles, les audits que l'IGF est en train d'effectuer dans toutes les entreprises, aussi dans les ministères. Mais quand on va créer encore cette structure pour les mines, c'est juste d'une manière tout à fait spécifique, madame. Vous savez, aujourd'hui, les mines, c'est quand même beaucoup d'argent pour nous. Vous avez suivi vous-même avec les problèmes des mines qu'on a connues entre l'IGF, Portefeuille, Sicomine et autres par rapport au pourcentage, les actions, actionnaires majoritaires et tout. Je pense que c'est très important qu'il y ait quand même une structure spécifique pour ça, pour que nous puissions voir clair dans ce domaine des mines. Nous sommes en train de perdre aussi beaucoup d'argent aujourd'hui, madame, parce qu'on n'a pas quand même les audits quotidiens, on n'a pas les audits permanents, je vais le dire, ainsi. Mais si nous avons une structure qui est en train de contrôler au moins même les marchés des mines, de contrôler la capacité de la production, la vente sur les marchés, je pense que même les devises, nous aurons à gagner, à capitaliser beaucoup d'argent. Je vous lis les propos de Jules Alinguete qui a dit « Plusieurs projets et programmes bien conçus qui ont suscité beaucoup d'espoir ont échoué parce que nous avions sous-estimé l'ancrage de la corruption dans la gestion publique. La croissance économique devient un simple slogan en dehors de la bonne gouvernance. » Est-ce que après 5 ans ou 4, oui, nous sommes dans la 5e année presque, hein, c'est ça, dans la 5e année, vous estimez que l'administration
l'opposition, Tshisekedi a fait une bonne gouvernance? Parce que quand l'IGF s'est plaint, c'est qu'il y a quand même des failles encore. Hein? Bon, je ne dirais pas que l'administration Tshisekedi a réussi à 100%. Okay. Au moins, en tout cas, l'administration Tshisekedi a travaillé. Nous sommes à 70-75% par rapport à la lutte contre la corruption. C'est sous Tshisekedi où on a vu les gens être déférés devant la justice, madame, devant les cours des tribunaux. C'est sous Tshisekedi où on a vu les gens être arrêtés à Makala parce que ce dernier ont eu à détourner les deniers publics. Et donc, moi, je me dis, même aux États-Unis, en Europe, partout, il y a toujours la corruption. Ce n'est pas encouragé, ça, il faut le dire. Mais la lutte continue encore pour que nous puissions décourager tous ces détourneurs de deniers publics. Et puis, nous devons encore y travailler davantage pour que nous puissions arriver, bien entendu, à trouver des solutions par rapport à la lutte qui est la nôtre, de lutter contre les détournés de la République. Vous savez, madame, aujourd'hui, moi, je me suis toujours dit, il y a certaines personnes qui sont très riches que la République du Congo. Au Tchèque où nous sommes, un général belge vous dit, un avion de chasse vous coûte 30 millions de dollars. Et moi, je me dis combien de gens ont eu à détourner au-delà des 30 millions de dollars. Que vous libérez après, que vous on peut avoir, je sais si le terme existe. On peut avoir autant d'avions de chasse, madame, et éradiquer ce qui se passe dans ces pays. Donc moi, je me dis, c'est très important que nous puissions, nous tous, chacun à son niveau, lutter contre la corruption. Le chef de l'État a déjà démontré sa bonne volonté. L'IGF est en train de faire son travail, mais il faudrait que l'IGF continue encore à faire son travail pour qu'elle ne puisse pas commencer à se lamenter. Parce que vous savez, lorsque l'IGF se lamente, ça laisse encore à désirer. Il faut assez que ça puisse continuer à travailler, que les inspecteurs de l'IGF puissent être encore de temps en temps formés et qu'ils soient sur le terrain pour que nous puissions avoir un changement dans tous les domaines. C'est très important que l'IGF puisse aussi interpeller cela parce qu'il y a beaucoup de projets, certes, qui ont été initiés, mais d'autres Congolais qui ne sont pas, je vais dire, conscients ou soit qui n'aiment pas la République sont là pour détourner les deniers publics, mais il faut que nous puissions travailler. Mais on n'a pas besoin de laisser les gens comme ça. Il faut, lorsqu'une personne détourne les deniers publics, que la personne soit arrêtée, transférée devant ces juges naturels et que la sanction soit sévère, que les gens arrivent à épurger la peine. Et cela doit faire que nous puissions avoir, bien entendu, du respect par rapport aux deniers publics. Que ce soit les directeurs généraux des entreprises, que ce soit les ministres, que ce soit, je ne sais pas, les ambassadeurs, il faut qu'il y ait les audits sérieux pour que nous puissions mettre fin à ce qui est de la corruption. Mais ce qui est vrai est que c'est vraiment un virus, madame, qui n'a pas encore dit son dernier mot, parce que les gens sont là pour détourner. Vous savez, lorsque vous êtes nommé ministre, DG ou ambassadeur, la personne s'est dit, c'est mon tour. La famille s'est dit, c'est mon tour. Au lieu d'être au service de la nation, pour être redevable vis-à-vis de la nation, mais les gens se donnent ce luxe-là de détourner les deniers publics. Mais nous croyons certainement que le cheval de bataille du chef de l'État, c'est la lutte contre la corruption. L'IGF est en train de faire son travail. Le procureur général qui est à la recherche des infractions puisse aussi faire son travail pour que ces gens-là soient punis d'une manière tout à fait exemplaire. Nous restons toujours à l'IGF. Je lis les tweets de Dou Jésus Bélédou que je salue. Dans l'affaire Sonaïdroc, l'IGF a été saisi par la direction générale de Sonaïdroc pour donner ses avis sur les augmentations des avantages opérés par l'Assemblée générale de la Sonaïdroc au profit des administrateurs. Donc voilà, quelqu'un qu'on a nommé, mais qui profite de son poste pour baisser sa salaire. C'est ça, un tout petit peu. Donc, quand vous dites, quand quelqu'un a un poste, quelqu'un est nommé quelque part, il pense d'abord à lui, ses avantages et tout ça. Même quand il vient de l'Union sacrée, c'est quand même assez... Bon, augmenter les salaires, ce n'est pas un péché, madame. Augmenter les salaires, ce n'est pas un péché. Mais moi, je suis un financier... Surtout des administrateurs. Hein, oui, je suis un financier de formation, madame. Je pense qu'avant d'augmenter les salaires, il faut avoir d'abord la capacité de la production. Est-ce que l'entreprise est rentable ou pas? Et lorsque nous augmentons les salaires, ce sont des charges, les comptes 63, 65, et qui augmentent. Est-ce que nous serons à même de répondre à cela à temps réel? Bon, si vous voyez les gens augmenter les salaires sans voir tous les paramètres possibles économiques... C'est pas un peu de détournement quand on augmente sans voir tous ces paramètres, Félix? Bon, je pense que ce n'est pas le détournement parce que ça doit figurer dans les bilans
Et on doit voir cela dans les bilans. Mais le plus important ici, c'est de voir si réellement nous serons à même de répondre, bien entendu, à ces salaires-là. Imaginez-vous, vous augmentez les salaires, ce sont les impayements, ou soit demain vous fermez une banqueroute, et donc ça sera de la mauvaise gestion. C'est comme ça que les gestionnaires mieux informés vous disent, mieux vaudrait que vous puissiez avoir les salaires que vous avez aujourd'hui, mais couramment, et pas augmenter le salaire pour qu'on puisse commencer à connaître les arriérés et puis fermer demain. Donc, je pense que le salaire est augmenté par rapport d'abord à la production et aussi bien si les marchés, est-ce que vous vous comportez bien sur les marchés financiers? Ok, merci en tout cas de ces précisions. Il nous reste encore combien de minutes pour que nous puissions prendre notre dossier? 7 minutes. Merci. Au cas où on a coupage, montage. Félix Kayembe, nous allons faire des élections, ça c'est une certitude, mais je voudrais bien savoir, parce que j'ai lu le Premier ministre Samalou Kondé, que je salue, a dit que d'ici mi-mai ou vraiment vers cette année, nous aurons enfin nos pièces d'identité, cette fois-ci. Alors les Congolais nous disent de vous poser cette question, me dit, est-ce que poser la question à Félix Kayembe, est-on sûr cette fois-ci que ce ne sera que des Congolais qui auront la pièce d'identité? Parce que là, cette histoire d'infiltration, beaucoup se disent, mais si déjà avec la carte d'électeur, il y a autant de désordre, pouvez-nous nous rassurer que seul, comme tu l'as dit, est-ce que Banambo Kaka Kandé va pièce d'identité? Je pense que ce sera seuls les Congolais qui auront des cartes, mais c'est ce que nous, on avait déjà dit à l'époque, Mme Paul Kimuto, avec Etienne Tshisekedi Mulumba. Lorsque, en 2006, il nous a parlé du recensement, il nous a parlé de l'identification et puis arriver à connaître qui est Congolais, qui ne l'est pas. Voilà, aujourd'hui, nous en sommes arrivés. Je pense qu'il faudrait que ceux qui sont commis à ce travail-là puissent les faire sans complaisance, c'est-à-dire que l'on puisse recenser le véritable Congolais, que l'on puisse identifier le véritable Congolais, pour que le vrai Congolais, des pères et des mères, puissent avoir, bien entendu, leur carte d'identité. Non, là, vous allez trop loin, parce que la Constitution dit, là c'est encore offensant, parce que Congolais, c'est lui qui est, soit par sa mère, ça, en tout cas, là c'est encore trop fort. Tout Congolais n'est pas candidat à la présidence de la République. Je pense que, bon, je comprends. Ouais, il ne faut pas flouer aussi la population. Parce que là, le message que vous allez faire passer, que ceux qui auront la pièce d'identité, c'est ceux qui sont de père et de mère, ça c'est encore fausser le débat. C'est vraiment fausser carrément le débat. Bon, je pense que nous laissons bien entendu les problèmes des fonctions régaliennes au niveau de la présidence, au niveau du Sénat. Voilà. Mais les cartes, je pense que les Congolais en auront. Mais il faudrait qu'il y ait un service qui doit être fait avec beaucoup de sérieux, qu'il n'y ait pas des infiltrés pour que demain, ces gens-là puissent commencer encore à jouir de nos cartes et puis à nous pénétrer comme ils le font. Ici, nous demandons à celui qui est DG de l'ANAPI. Non, c'est pas l'ANAPI. Non, c'est celui des cartes, le nom m'échappe. J'ai oublié. Mais oui. Voilà. Le nom m'échappe. Bon, voilà, que les DG puissent travailler avec son équipe et que l'on puisse avoir même les experts, madame. Vous savez, dans un travail comme celui-là, dans un domaine comme celui-là, il faut qu'il y ait vraiment les experts pour que l'on arrive à mieux servir les Congolais et leur donner leur carte d'identité et non donner aux étrangers. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un travail bien fait, on doit s'éviter à donner des cartes aux étrangers. Mais lorsque c'est un travail qui est fait à la va-vite, ou soit où il n'y a pas les experts, je pense que ça va poser problème. Et aussi, madame, c'est une question fondamentale, que les Congolais puissent comprendre que je ne dois pas sacrifier mon pays, ma nation, à cause de $200, $300. Parce que vous pouvez voir un étranger qui a besoin de la carte, qui vient vous corrompre et vous donner la carte. Ce qui ne sera pas une bonne chose. Il faut qu'il y ait aussi les gens qui doivent être là pour contrôler d'abord ceux qui sont à ces services-là que nous avions omis les noms. Pour dire, je crois. ONIP. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, il faut que les gens de l'ONIP puissent être sérieux envers eux-mêmes pour qu'ils puissent livrer la carte qu'aux Congolais. Celui qui doit oser donner la carte, je ne sais pas, je ne dois pas citer les noms des gens ici, à un étranger, en tout cas, il faut qu'il y ait des sanctions. Il y a des sanctions. Merci Félix Kayembe, merci beaucoup. Je pense que l'UDPS est déjà prête pour les élections. Tout est prêt, les candidats députés, vous avez déjà les listes, tout est déjà prêt. Hein? Oui, nous avons déjà des listes. Maître Jacquemin Chabani a fait bien son travail. J'étais d'ailleurs avec lui avant-hier au bureau privé du secrétaire général Augustin Kabouya. Le secrétaire général Augustin Kabouya s'y met pour que nous puissions avoir beaucoup de mamans, si vous étiez même de l'UDPS, candidate député national. Il a tenu à sensibiliser les mamans. Vous savez, les mamans sont un peu négligées, mais cette fois-ci, mais avec la loi électorale, on a dit les partis politiques qui auront présenté une liste de mamans un peu
à un taux élevé, ces gens-là ne devront pas payer la caution. C'est comme ça que le secrétaire général Augustin Kabouya est en train de demander à toutes les mamans de l'IDPS, ceux qui ont les profils, ceux qui ont bien entendu cette ambition, de postuler et lui est le premier à les soutenir. Lorsque nous avions reçu la première dame, Maman Denise Nyekiro, elle a demandé au secrétaire général Augustin Kabouya de soutenir davantage aussi la candidature ou les candidatures féminines. Elle-même a dit, je ferai aussi le suivi de ça pour que les mamans puissent se retrouver. Et donc moi je crois certainement que les mamans doivent aussi mouiller leur maillot pour que les peuples congolais puissent leur donner ces voix-là et qu'ils se retrouvent à l'Assemblée nationale. L'IDPS est en train de préparer les élections. Nous avions commencé à préparer depuis l'aube des temps. Nous étions dans les Grands Bandundu, nous étions dans l'espace Grand Kassai, nous étions au Katanga. Et récemment, nous étions avec le secrétaire général Augustin Kabouya à Kisangani. Nous sommes en train de repartir cette fois-ci pour les grands maniements, je crois déjà les mois prochains. Et donc, nous sommes en train de mobiliser nos troupes, nous sommes en train de redynamiser les partis. Nous croyons certainement que nous allons gagner les élections. Et le secrétaire général Augustin Kabouya avait posé la question au chef de l'État, si l'IDPS arrivait à vous offrir la majorité parlementaire, est-ce que nous aurons la primature? Le président lui a dit, l'article 78 de la Constitution, qui vous dit, le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire, sera d'application. Et donc, étant membre de l'Union sacrée, nous l'IDPS, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions rappeler la mise au niveau de la majorité parlementaire. Donc nous travaillons pour arriver à offrir la majorité à l'État. Dire, mais comme j'ai quelqu'un proche de SG Kabouya, j'ai ouï dire, est-ce que ces candidatures sont-ils monnayables? Parce que j'ai entendu dire que voilà, ce nationaliste, il faut... Est-ce que c'est vrai? Non, non, c'est faux, archi faux. Hein? C'est faux, oui, parce qu'au niveau de cellules, d'ailleurs nous étions dans notre cellule hier, on a demandé à tout celui qui a l'ambition de... Sans contrepartie, sans contrepartie, madame. Vous prenez seulement le formulaire, vous remplissez et vous déposez au niveau de la cellule. C'est la cellule qui doit amener cela au niveau de la présidence du parti pour que la CEP puisse faire son travail, la commission électorale d'entre les partis. Donc je pense qu'ici, nous ne sommes pas dans cette logique-là de monnayer des candidatures. Vous ne pouvez pas venir, vous n'avez pas une base, vous n'avez pas une population et dire que vous allez postuler. Quand même, soyons sérieux. Je pense que tous ceux qui doivent postuler, même au niveau de l'IDPS, sont des gens qui sont connus, sont des gens qui ont des bases naturelles et ce sont des gens qu'on en a besoin. Mais si quelqu'un autre aussi a cette ambition, je pense que ça sera traité à un niveau un peu élevé parce qu'on ne peut pas accepter d'envoyer n'importe qui sur les champs de bataille, dès lors que vous n'êtes pas capable de remporter la victoire. Et surtout de défendre la vision du chef de l'État. Merci à Félix Kayembe, en tout cas, merci d'être là, d'être avec nous. Merci à vous qui nous suivez fidèlement. Merci à tous nos téléspectateurs à travers le monde et dans le Congo profond. J'espère que, comme l'UDPS aujourd'hui est très structuré, j'espère que j'aurai beaucoup de communicateurs. J'espère que Félix Kayembe fera le pont, que cette émission reçoive beaucoup de communicateurs pour qu'ils puissent Je vais parler même avec Maître Donald Kabassele que vous avez reçu il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Il y a Maître Mpinda, il y a Russell, il y a beaucoup de gens. Je pense que nous avons besoin que tous ces communicateurs-là puissent passer. Et aussi notre secrétaire national en charge des communications. On voit cette fois le nom est là. Merci en tout cas, vraiment le fauteuil rouge est là pour vous, venez passer, défendez la vision du chef de l'État, défendez votre propre programme, donnez que les gens vous découvrent parce que les élections, eh ben ça arrive, hein. Il ne faut pas qu'on vous découvre à la dernière minute, parlez à cette population et cette population, bien évidemment, c'est elle qui a toujours le dernier mot. On se retrouvera très 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 bientôt.